tous, je m'appelle Lune Vidi Mayonda, étudiante en doctorat 1 à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop. J'ai l'honneur ce matin de vous faire une présentation sur l'introduction aux maladies infectieuses. Pour cette présentation, nous adopterons le plan suivant. Un chapitre comportant l'introduction, ensuite nous parlerons des microbes, des interactions entre les êtres humains et les microbes, des armes thérapeutiques contre les maladies infectieuses et nous terminerons par la conclusion. Cette présentation nous permettra de mieux comprendre les présentations à venir parce que c'est à partir de l'introduction que nous pourrons mieux saisir les présentations qui seront faites par mes collègues. Donc nous sommes ici réunis ce matin pour parler des maladies infectieuses. Une maladie infectieuse, donc, c'est une maladie, comme vous l'avez dit, provoquée par un micro-organisme ou un microbe. Une infection, par définition, c'est l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques résultant de l'agression de l'organisme vivant par un micro-organisme ou microbe. Alors, pourquoi parler des maladies infectieuses? Quel est l'intérêt de la question? Déjà, il y a un intérêt épidémiologique. Les maladies infectieuses constituent la première cause de mortalité dans le monde. Sur cette diapo, nous avons ici la prévalence du VIH et du paludisme dans le monde. Le paludisme, nous voyons bien que les zones en rouge ici sont des zones de transmission du paludisme. Et nous remarquons bien que c'est une maladie qui sévit beaucoup dans les pays en voie de développement, mais également dans les pays avec un climat tropical ou subtropical. Mais il y a également un intérêt pronostic, parce que les maladies infectieuses étant les premières causes de décès dans le monde, donc nous pouvons imaginer ici avec ce diagramme le taux de personnes atteintes. Ici, le diagramme, c'est le taux de décès de quelques maladies infectieuses en 2010, avec ici 3 millions de personnes atteintes, décédées de maladies infectieuses respiratoires et grippales, 2 millions pour la tuberculose, 1 million pour le paludisme et 150 000 pour la rougeole. En définition, nous avons dit qu'une maladie infectieuse est une maladie qui est provoquée par un microbe. C'est quoi un microbe? Un microbe, c'est un organisme microscopique unicellulaire responsable de maladies infectieuses, comme nous l'avons dit, humaines ou animales. Et ces microbes, il y a 4 principales classes. Nous avons des virus, des bactéries, des parasites, mais également des champignons. Parmi les virus, nous avons le virus de l'hépatite, qui vous sera présenté tout à l'heure. Parmi les parasites, le plasmodium qui est responsable du paludisme. Les bactéries, nous avons le pneumocoque, mais également les champignons avec le candida. Alors, ces microbes, où les trouve-t-on? Où trouve-t-on les microbes? Je vous pose une question. Je nous pose une question. Où trouve-t-on les microbes? Une petite réponse. Les microbes dans la nature. Ok. Alors, les microbes, leur réservoir, c'est l'homme. L'homme peut être un réservoir de microbes. L'homme malade, l'homme convalescent ou porteur asymptomatique de germes. Mais également les animaux, les vertébrés tels que le chat, le porc, les insectes, l'anophèle, mousse tsetse, les mollusques également. En dehors de l'homme et des animaux, nous avons également le milieu extérieur qui peut contenir les microbes. Dans le milieu extérieur, nous avons le sol, l'air, l'eau, mais également les aliments que nous consommons. Alors, ces microbes, comment sont-ils transmis? Nous avons 2 modes de transmission de ces microbes. Une transmission directe, mais aussi une transmission indirecte. Il y a la transmission d'humain à humain, encore appelée transmission interhumaine, avec plusieurs voies de transmission. Transmission par voie sexuelle, sanguine, aéroportée ou même de mère à enfant. Ensuite, il y a la transmission d'un animal à l'homme, encore appelée anthropozoonose. En dehors de la transmission directe, nous avons donc la transmission indirecte avec le sol ou les aliments souillés. On parle de transmission manuportée. Les vecteurs également, tels que les moustiques, les tiques ou bien les mouches. Alors, quelles sont les mesures de prévention contre ces microbes? Les mesures de prévention, plutôt, nous avons des actions contre les réservoirs, mais également des actions contre le mode de transmission. Nous pouvons agir donc contre les réservoirs et contre les modes de transmission. Parmi les réservoirs, nous avons parlé de l'homme, des animaux, mais également du milieu extérieur. Alors, comment peut-on agir
par rapport à l'homme. Quand on a parlé de l'homme, on a parlé de l'homme malade, le porteur asymptomatique, mais également le convalescent. Mais je tiens à attirer notre attention sur le porteur asymptomatique. C'est qui le porteur asymptomatique ou encore porteur sain? Le porteur asymptomatique, c'est une personne hébergeant un microbe, mais n'ayant pas de signes cliniques de la maladie. Soit parce que le microbe est peu virulent, soit parce que les défenses de l'organisme sont efficaces. Donc, c'est un appel pour la sensibilisation. Nous sommes tous ici des potentiels porteurs asymptomatiques de pathologie. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous appelle à nous dépister, parce que tous nous pouvons porter des germes, mais ne pas avoir les manifestations physiques de ces maladies. Alors, nous avons également des insectes. Il faut se protéger contre la piqûre des moustiques, par exemple. Parmi les milieux extérieurs, on a parlé également des aliments qui peuvent contenir des microbes, d'où la nécessité de bien laver les aliments, l'eau également pouvant contenir des microbes, nécessité de consommer de l'eau potable. Mais avant tout, il faut des mesures d'hygiène. C'est ces mesures d'hygiène qui nous permettront de mieux lutter contre les microbes. En ce qui concerne les modes de transmission, nous avons parlé de transmission directe, mais également de transmission indirecte. Alors, la transmission directe, nous avons parlé de transmission d'homme à homme. Pour cela, je nous exhorte au port du préservatif ou à l'abstinence. En ce qui concerne la transmission indirecte, nous pouvons nous protéger des vecteurs comme dit, en nous procurant des moustiquaires pour lutter par exemple contre les piqûres de moustiques. Par la suite, nous parlerons des interactions entre l'être humain et le microbe. Nous avons dit qu'une maladie infectieuse est une maladie qui est due à un microbe, qui est causée par un microbe. Mais l'organisme également possède des mécanismes de défense contre ces microbes. Nous allons parler de ces mécanismes de défense. Nous avons des moyens de défense naturels, mais également des moyens de défense qui sont acquis. Parmi les moyens de défense naturels, nous avons des moyens de défense anatomiques, mais également biologiques. Les moyens de défense anatomiques, en premier, nous avons la peau. La peau est la première barrière anatomique. C'est le premier moyen de protection. Mais quand je parle de peau, c'est une peau saine, pas une peau lésée. Une peau saine est une barrière qui empêche la pénétration de microbes dans l'organisme. En dehors de la peau, nous avons des muqueuses, mais également les barrières internes, mais aussi la flore commensale au niveau de la bouche, de l'intestin, mais également du vagin. En dehors des défenses naturelles, anatomiques, nous avons des défenses biologiques. Parmi ces défenses biologiques, nous avons la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est un mécanisme de défense de l'organisme. Et elle se caractérise souvent cliniquement par une rougeur, une douleur et une tuméfaction. En dehors de la réponse inflammatoire, nous avons la réponse immunitaire. La réponse inflammatoire, elle est non spécifique. Par contre, la réponse immunitaire, elle est plus spécifique. Dans la réponse immunitaire, nous avons deux types. Il y a des réponses immunitaires de type cellulaire, mais également des réponses immunitaires de type humoral. Les réponses immunitaires de type cellulaire, nous avons des cellules de l'organisme telles que les macrophages et les cellules NK qui vont engloutir le microbe. Donc, ce sont des cellules qui digèrent le microbe. En dehors de ce type cellulaire, nous avons le type humoral. Ici, le microbe va pousser des cellules, les lymphocytes T et B, à sécréter des anticorps qui iront par la suite combattre le microbe. En dehors des défenses naturelles, donc, nous avons des défenses qui sont acquises. Parmi ces défenses, il y a la vaccination et les maladies immunisantes. C'est quoi la vaccination ? La vaccination, c'est l'administration d'un vaccin dans le but de produire une immunité active et de prévenir une maladie infectieuse. Donc, dans ce procédé, le vaccin, il est fabriqué à partir du microbe. Le vaccin est fabriqué à partir du microbe responsable de la maladie. Mais ce microbe est soit atténué ou inactivé, ou encore, il s'agit d'une anatoxine, c'est-à-dire une toxine inactivée qui est produite par le microbe. Et donc ce vaccin contenant des microbes atténués va pousser l'organisme à produire des cellules spécifiques pour se préparer à la prochaine rencontre. Je m'explique. Le vaccin va nous pousser à arriver à la réaction immunitaire de type humoral avec la production des anticorps. Et parmi ces anticorps, il y a des anticorps mémoire qui
vont retenir le type il y a des lymphocytes mémoire plutôt qui vont retenir le type d'anticorps qu'on a produit face à ce microbe. Et la prochaine fois que l'organisme rencontrera ce microbe, il sera capable de produire une quantité plus importante de cellules immunitaires, c'est-à-dire d'anticorps capables de mieux défendre contre le microbe. Donc le vaccin, c'est une prévention, mais une prévention qui prépare en fait l'organisme à la prochaine rencontre avec le microbe. En dehors du vaccin, nous avons les maladies immunisantes. Les maladies immunisantes, ce sont des maladies qui confèrent une protection après l'avoir contractée. C'est le cas de la rougeole. La rougeole est une maladie immunisante, une maladie très contagieuse qui est due au virus morbilleux. Et la transmission de la rougeole se fait par des gouttelettes de salive, de toux ou contact direct. Alors, si l'organisme est capable de se défendre contre les microbes, pourquoi en arriver à une infection? Si on a des moyens de défense nous permettant de lutter contre ce microbe, pourquoi arriver à l'infection? L'infection découle d'un échec. Un échec des défenses de notre organisme. Un échec qui peut être soit lié à l'organisme, mais également à la bactérie, lié à l'organisme, par exemple par perte de défense naturelle. Une rupture d'une barrière anatomique telle que une plaie ou une brûlure, un déséquilibre de la flore commensale peut favoriser la survenue d'une infection, mais également un déficit immunitaire. Un déficit immunitaire pouvant être provoqué par l'alcoolisme, par le tabagisme, par la malnutrition, le diabète, le cancer et leur traitement, mais également l'obésité. L'absence ou l'inefficacité des moyens de défense acquises, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vaccination ou absence de rappel, peut également concourir à la survenue d'une infection. En dehors des causes liées à l'organisme, nous avons les causes liées aux microbes. Par exemple, quand il s'agit d'une co-infection, le couple maudit VIH, tuberculose par exemple, VIH, hépatite, ou encore lorsque la charge microbienne est importante. Mais également en rapport avec la porte d'entrée sanguine qui ici est plus virulente, mais également la virulence des microbes eux-mêmes, tels que le cas de l'Ebola ou du choléra. Alors, une infection, comment est-ce qu'elle se passe? Sur ce schéma, nous avons un petit résumé de l'infection. Donc, on a parlé du microbe, l'agent agresseur, qui peut être un champignon, qui peut être un virus, qui peut être un parasite. Ce microbe-là, il est transmis à l'organisme et il pénètre par une porte d'entrée. Au niveau de la porte d'entrée, il la colonise. L'infection va découler donc d'un déséquilibre entre les défenses et la virulence du microbe. Nous avons parlé de l'infection, de comment est-ce qu'elle se passe. Alors, comment est-ce qu'elle se manifeste, cette infection? L'infection se manifeste par 4 phases. Il y a une phase d'incubation, une phase de début, une phase d'état, mais également l'évolution. L'incubation, c'est la période qui s'écoule entre le comptage et l'apparition des premiers signes. L'incubation peut être courte, de quelques heures à quelques jours, ou longue, de quelques mois à quelques années. Après l'incubation, c'est la phase de début. La phase de début, elle peut être latente, ou le début peut être latent ou passer inaperçu, patent ou encore symptomatique. Après la phase de début, nous avons la phase d'état. C'est à cette phase d'état que les signes propres de la maladie apparaissent. Et cette infection donc peut être locale, à un seul organe ou tissu concerné, c'est le cas de l'abcès par exemple, ou généralisée, on peut parler de septicémie ou paludisme grave. Alors, l'évolution, comment est-ce qu'elle évolue cette infection? L'évolution il peut s'agir d'une infection aiguë, moins de 48 heures, subaiguë 72 heures à 2 semaines, ou une infection chronique de 1 mois à plusieurs mois. Mais l'évolution, c'est-à-dire qu'après la phase d'état, la maladie, soit ça tend vers la guérison, ou ça sera emmaillé de complications. Et ces complications peuvent conduire au décès. Nous avons parlé donc des différentes manifestations donc d'une infection. Et cette infection, cliniquement, comment se manifeste-t-elle? Il y a un signe
qui est présent dans la quasi-totalité des maladies infectieuses. Je n'ai pas dit dans toutes les maladies infectieuses, mais dans la quasi-totalité des maladies infectieuses. Elle se caractérise notamment par une augmentation de la température corporelle. Vous avez sans doute deviné que ce signe, c'est la fièvre. La fièvre, c'est le maître symptôme aux maladies infectieuses. Mais la fièvre à elle seule n'oriente pas vers un diagnostic précis. C'est la fièvre associée aux signes propres de la maladie qui oriente vers le diagnostic de la maladie. En dehors de la fièvre, il peut y avoir des signes associés tels que des vomissements, la toux, des douleurs articulaires. Mais je tiens à souligner qu'il y a aussi des maladies sans fièvre telles que l'amibiase intestinale. L'amibiase intestinale est une maladie infectieuse où on n'a pas de fièvre. Elle est responsable notamment de la dysentérie amibienne et l'agent responsable c'est Entamoeba histolytica. Donc nous avons parlé de la fièvre qui est le symptôme le plus souvent rencontré en maladie infectieuse. Et avec nos connaissances, je sais qu'on a beaucoup de connaissances en ce qui concerne les maladies infectieuses parce qu'on est souvent malade. Du coup, je me permets de vous donner des signes et je vous laisse trouver le nom de la maladie. Donc si je dis fièvre, frisson, sueur, douleur articulaire, vous pensez à quelle maladie infectieuse? Parfait. Donc vous voyez qu'on est tous des médecins ici, on est tous des infectiologues. Ok. Donc par la suite, je vais donner quelques infections, quelques exemples de maladies infectieuses. Parmi les maladies infectieuses virales, on peut avoir l'hépatite qui vous sera présentée tout à l'heure, la rougeole, l'herpès ou le VIH. Les maladies parasitaires, le paludisme, l'amibiase, la bilharziose. Les maladies bactériennes, la tuberculose, la fièvre typhoïde, la pneumonie. Les maladies dues à des champignons, nous avons la pneumocystose, les mycoses, mais également les candidoses, dues à Candida, surtout Candida albicans. La diapo qui suit, vous avez une image. Ici, nous avons un ascaris. C'est un ver retrouvé dans l'intestin grêle qui arrive dans l'organisme par ingestion d'excréments, de terre ou de mammifères contaminés tels que le porc. Donc, l'ascaris est une maladie parasitaire. Donc, ce ver-là cause une maladie parasitaire qui est fréquente en région tropicale, subtropicale, mais aussi chez les personnes ayant une mauvaise hygiène. Ici, c'est une image illustrant une angine. Angine, qui est une inflammation de la gorge, précisément des amygdales d'origine bactérienne ou virale. Quand c'est une bactérie, souvent c'est le streptocoque. La diapo suivante, ici, nous avons un bouton qui est célèbre. Nous le connaissons tous, quand nous sommes un peu malades, on l'appelle souvent bouton de fièvre. C'est de l'herpès labial, communément appelé bouton de fièvre. Et là, c'est l'herpès génital. Alors l'herpès, c'est une éruption vésiculaire qui est due donc à un virus. Et dans cette même famille de virus, nous avons la varicelle et le zona. Donc la varicelle et le zona font partie de la famille des herpès. Et l'herpès labial que je vous présente ici, il est dû à herpès simplex 1 et génital est dû à herpès simplex 2 qui est une maladie sexuellement transmissible. Face à ces maladies infectieuses, quelles sont les armes thérapeutiques dont nous disposons? Qu'avons-nous pour lutter contre ces maladies infectieuses? Les moyens de lutte dont nous disposons sont divers et variés, parmi lesquels les antimicrobiens. Les progrès de la science ont permis la mise sur le marché de molécules efficaces permettant une bonne prise en charge des maladies infectieuses. Mais cependant, nous notons une consommation abusive et parfois sans connaissance de certaines de ces molécules, surtout les antibiotiques. J'aimerais encore attirer notre attention sur l'utilisation abusive des antibiotiques. Les antibiotiques sont des antimicrobiens qui permettent de lutter contre les bactéries. L'utilisation abusive des antibiotiques favorise l'apparition de résistance bactérienne à certains antibiotiques, ce qui complique la prise en charge de certaines maladies.
Donc la bactérie devient ainsi un soldat difficile à abattre car il connaît toutes les stratégies dont nous disposons. Ne consommons pas de façon abusive et sans connaissance les antibiotiques. Les antimicrobiens, donc plusieurs molécules. Au début, nous avons parlé de plusieurs classes de microbes. Nous avons parlé de virus, de bactéries, de parasites, mais également de champignons. Les antibiotiques et les antimicrobiens nous permettent de lutter. Les antibiotiques plutôt nous aident à lutter contre les bactéries, parmi lesquelles je me suis permise de citer l'amoxicilline, qui est utilisée dans le traitement de l'angine. Les antiparasitaires tels que l'albendazole, qui nous permet de lutter contre certaines maladies dues à des protozoaires et des helminthias tels que l'ascaris que je vous ai présenté tout à l'heure. En dehors des antibiotiques et des antiparasitaires, nous avons également des antifongiques et les antiviraux ou antirétroviraux. Parmi les antifongiques, nous avons le fluconazole, utilisé dans le traitement des candidoses, mais également des méningites cryptococciques. Parmi les antiviraux, nous avons cité la cyclovir, donc, qui est utilisée dans le traitement de l'herpès génital qui nous a été présenté tout à l'heure en diapo. Pour conclure, je dirais que les maladies infectieuses sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles se manifestent cliniquement par un symptôme qui est la fièvre, qui est le maître symptôme des maladies infectieuses, mais nous avons également des maladies infectieuses qui peuvent se manifester sans fièvre. La prise en charge des maladies infectieuses doit être précoce et adaptée. Les moyens de lutte doivent être efficaces pour une meilleure prévention des maladies infectieuses. Je vous remercie. Je pars avec de très bonnes impressions parce que les thèmes qui ont été débattus, sur lesquels nous avons échangé ensemble, c'est très bien, c'est des thèmes d'actualité, qui restent toujours d'actualité. Et je lance un appel pour ceux qui n'ont pas été présents, qui puissent venir parce qu'on apprend tous les jours. Moi, je suis quand même ancien, mais je continue à apprendre parce qu'il faut toujours apprendre. On nous a expliqué les maladies infectieuses, on nous a expliqué, n'est-ce pas, ce que c'est les hépatites, on nous a expliqué encore et encore, n'est-ce pas, le paludisme, mais c'est très bien. Personne ne doit dire que c'est des thèmes que nous connaissons, qu'on sort et tout, mais sinon on risque de fermer la Bible et plus personne ne va lire ça parce qu'il y a longtemps que nous lisons la Bible. Mais moi j'ai appris une chose, c'est que la répétition, c'est la mère des sciences.